Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo des fondamentaux du hardware. Enfin, on va parler un petit peu de stockage. Alors ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéo dans cette série que j'ai un petit peu changé la manière de faire mes vidéos, mais c'est pas grave. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil aux précédentes vidéos si vous les aviez ratées. Elles sont encore globalement d'actualité, mais si ce format de vidéo vous plaît, cette série vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et ça me motivera peut-être à mettre à jour ces précédentes vidéos. Comme dans les précédentes parties, je vais d'abord vous expliquer ce qui existe comme solution de stockage pour PC et aussi comment elle fonctionne, puis je vous donnerai quelques conseils pour choisir un modèle compatible et adapté à vos besoins. Le rôle du stockage est assez évident, le but c'est de stocker nos données, mais ce qui est important de rappeler c'est que nos données sont sous la forme numérique, c'est-à-dire qu'elles sont constituées de bits qui peuvent avoir soit la valeur 0, soit la valeur 1. Ce qui est important avec un support de stockage, c'est qu'il conserve les informations qu'on stocke dessus une fois qu'on arrête de l'alimenter. Ça peut paraître tout bête, mais si vous prenez l'exemple de la mémoire vive dont on avait déjà parlé, une fois que vous arrêtez d'alimenter la mémoire vive, toutes les données qui sont dessus sont effacées. Pour notre solution de stockage, il va donc falloir un support qui est dit rémanent, contrairement à la mémoire vive qui est elle volatile. Pour éviter que la vidéo soit ultra longue, je vais vous expliquer dans cette vidéo les deux méthodes principales qu'on utilise sur PC pour stocker nos données, les disques durs et les SSD. On va commencer par le disque dur classique qui a fait ses preuves puisqu'il a été inventé dans les années 50, et le principe de fonctionnement est finalement assez simple. On a un ou plusieurs plateaux qui vont tourner très vite, entraînés par un moteur, et on va ensuite utiliser des têtes pour lire et écrire les données. Ça peut faire penser un petit peu au vinyle où on a aussi un plateau qui tourne et une tête qui vient lire les données, mais ici c'est quand même très différent parce que les têtes de lecture-écriture ne touchent pas les plateaux, elles sont à quelques nanomètres. Étant donné que les têtes ne viennent pas toucher les plateaux, on n'a pas un système de gravure ou quoi que ce soit qui vient inscrire les données. En réalité, ce qui est utilisé, c'est une couche magnétique qui est appliquée sur les plateaux. Sur cette couche, on va pouvoir inscrire un champ magnétique, soit un champ positif, soit un champ négatif. On fait ça en faisant passer un courant électrique dans les têtes de lecture-écriture. Avec ce mécanisme, on peut avoir deux polarisations différentes, comme le nord et le sud d'une boussole, et ça tombe bien puisque justement les données qu'on veut stocker sont composées de 0 ou de 1. Ensuite, pour la lecture, c'est encore plus simple que pour l'écriture, puisqu'il n'y a même pas besoin de faire passer un courant électrique pour inscrire des données, les têtes ont juste besoin de lire le champ magnétique qui a été inscrit précédemment. L'avantage de cette solution, c'est qu'on peut écrire à l'infini et que les prix sont devenus extrêmement agressifs ces derniers temps. Le petit problème, c'est qu'il y a quand même pas mal de pièces en mouvement. Pour rappel, les plateaux doivent tourner super vite, ce qui fait que ça résiste pas extrêmement bien au choc et la fiabilité a pendant pas mal de temps posé problème, même si ça s'est beaucoup amélioré. Sans oublier que les débits sont assez moyens, un bon disque dur va pouvoir atteindre les 150-200 mégaoctets en lecture sur des gros fichiers. Mais l'autre problématique, c'est aussi le temps de réponse, donc avant qu'on commence à recevoir les données, il peut se passer pas mal de millisecondes et ça peut être assez handicapant. En passant, ce n'est pas qu'une impression si votre disque dur vous semble plus lent une fois rempli. Déjà parce que plus il y a de données, plus il y a de chances que les têtes de lecture-écriture se baladent dans tous les sens, mais aussi parce qu'il y a plus de données vers le centre du disque, vers le centre des plateaux, où moins de données sont lues à chaque rotation. Pour éviter d'avoir des données au centre des plateaux où la lecture-écriture est beaucoup moins efficace, on va évidemment commencer par écrire à l'extérieur de ces plateaux du disque dur. Le problème, c'est que quand on supprime des données qui étaient avant à l'extérieur du disque, ça peut faire des espaces qui ne sont plus utilisés, ils vont pas forcément être remplis. C'est pour ça que la défragmentation est nécessaire sur les disques durs, et elle a pour objectif de déplacer et de réorganiser les données vers l'extérieur des plateaux, et de bien remettre les différents morceaux de fichiers dans l'ordre pour faciliter le travail des têtes de lecture-écriture. Bon, tout ça c'est bien beau, mais ça fait pas très 2019. Maintenant, avec les SSD, c'est une méthode complètement différente qui est utilisée, qui utilise la magie des semi-conducteurs avec des puces de mémoire flash que l'on retrouve sur plein de supports de stockage, comme les cartes SD, les clés USB, etc. Ici, on va parler uniquement des SSD qui comportent une ou plusieurs puces de mémoire flash qui vont être gérées par un contrôleur qui a un rôle extrêmement important, puisque grâce à lui, on va pouvoir utiliser efficacement les puces mémoire, voire les utiliser en même temps s'il y en a plusieurs et ainsi améliorer les débits.
Alors le fonctionnement de ces puces mémoire est assez complexe, mais on va quand même un tout petit peu s'y intéresser, je vais essayer de vous le simplifier. Ces puces contiennent en fait des cellules mémoire, dont le principe consiste à piéger des électrons dans des couches pour stocker nos données. Pour rendre ça un petit peu plus appétissant, imaginez un délicieux millefeuille composé de 2 couches de pâte entre lesquelles on va pouvoir piéger de la crème. S'il n'y a pas de crème entre les 2 couches de pâte, on va lire une valeur 0. Par contre, si on vient y mettre de la crème et qu'on essaie de lire les données, on va cette fois lire la valeur 1. Ici c'est le cas le plus simple où on n'a qu'une seule couche de crème, mais évidemment dans nos SSD ça va être un tout petit peu plus complexe que ça. Il peut en effet y avoir plus ou moins de couches d'électrons, ou de crème si vous préférez, permettant du coup de stocker plus ou moins de données. Il existe de la SLC, Single Level Cell, qui correspond à ce que je viens d'expliquer et qui stocke 2 valeurs par cellule, la MLC pour Multiple Level Cell avec 4 valeurs, et sur la TLC, Triple Level Cell, 8 valeurs. L'avantage d'avoir plusieurs couches, c'est qu'on peut stocker plus de données dans moins d'espace. Le problème, c'est que les débits sont moins bons et on pourra aussi inscrire moins de données avant que la cellule ne soit plus utilisable. Ces derniers temps, on commence à avoir de plus en plus de SSD qui ont de la mémoire QLC, Quad Level Cell, qui peuvent stocker 16 valeurs par cellule. Ce qui est cool, c'est que c'est pas cher pour les fabricants de mémoire, mais l'inconvénient, c'est qu'avec toutes ces couches, ça devient vraiment difficile de lire et écrire des données, de distinguer où sont positionnés les électrons dans les différentes couches, ce qui fait que les débits vont être plus bas, malgré une partie du SSD qui va fonctionner en mode SLC. La mémoire QLC a aussi une durée de vie moins longue, vous allez pouvoir écrire moins de données dessus avant que les cellules mémoire ne soient plus utilisables, ce qui fait que je recommande vraiment de réserver ces SSD à des PC bureautiques, qui ont l'avantage d'être très agressifs en termes de prix. De manière générale, les SSD ont énormément d'avantages face aux disques durs, déjà parce qu'il n'y a pas de pièces en mouvement, ce qui les rend beaucoup plus résistants au choc, parfait pour les PC portables par exemple, mais évidemment le gros intérêt d'acheter un SSD, c'est les débits qui sont largement meilleurs, avec les SSD modernes qui ont des contrôleurs mémoire performants et de la mémoire performante qui a une excellente durée de vie, les disques durs sont complètement à la ramasse. On voit maintenant tous les SSD modernes qui saturent l'interface SATA avec des débits en lecture dans les 500 mégaoctets par seconde, mais on peut aller maintenant encore plus loin avec les SSD qui utilisent l'interface NVMe, derrière laquelle se cachent des lignes PCI Express, et là, en termes de débit, on est plutôt dans les 2 à 3 gigaoctets par seconde en lecture. Par contre, le prix au giga des SSD reste plus élevé que les disques durs, mais ça a déjà bien baissé par rapport à il y a quelques années. Maintenant que vous en savez un petit peu plus sur le fonctionnement des SSD et des disques durs, on va regarder un petit peu côté compatibilité. Tout d'abord, on a le format dans lequel se présente le support de stockage, avec le classique 3,5 pouces des disques durs, c'est un format assez imposant. Ensuite est venu le format 2,5 pouces, principalement utilisé pour les disques durs de PC portables, mais qui a aussi servi par la suite au SSD. Et là, plus récemment, on a le format M2 qui commence à se généraliser un petit peu. La connectique qui va permettre à votre support de stockage de communiquer avec le PC et d'être alimenté change en fonction du format du support de stockage. Avec le 2,5 et 3,5 pouces, on va généralement avoir de la connectique SATA séparée, un pour données, un pour alim, alors qu'avec les ports M2, le port fait passer l'alimentation et les données. Alors justement, ce connecteur M2, je vais un tout petit peu m'y attarder parce qu'il a la fâcheuse tendance à porter à confusion. Tout d'abord, n'oubliez pas que c'est un connecteur, le M2, qui peut aussi bien faire passer du SATA que des lignes PCI Express, qui n'a strictement rien à voir. Ce qui peut induire en erreur, c'est que le SATA, c'est aussi bien un connecteur qu'un protocole de transfert de données. Ce qui fait que si vous prenez un SSD en SATA au format M2, il n'y aura aucun gain en termes de débit face au même SSD utilisant un format classique en 2,5 pouces. L'intérêt du connecteur M2, en dehors de s'économiser quelques câbles, c'est de prendre un SSD qui va utiliser des lignes PCI Express avec une interface NVMe, Non-Volatile Memory Express, qui permet des débits bien supérieurs au SATA. Pour revenir à la compatibilité, sur les formats 2,5 et 3,5 pouces, c'est très simple puisqu'il suffit de vérifier dans les caractéristiques techniques de votre boîtier qu'il y ait suffisamment d'emplacements disponibles. Pour le M2, maintenant, toutes les cartes mères modernes ont un port M2. Dans certains cas, il faut juste vérifier que si vous prenez un SSD en NVMe qui utilise des lignes PCI Express, votre carte mère gère bien le PCI Express, le NVMe, sur le connecteur M2.
Avec le M2, il y a aussi différentes longueurs de SSD qui existent. Généralement, maintenant, ils font tous 22 cm, mais si vous avez un format un peu spécifique de carte mère ou quoi que ce soit, vérifiez quand même que le SSD que vous achetiez passe bien sur la carte mère que vous avez. Alors toute cette théorie c'est bien beau, mais on en arrive à la conclusion de cette vidéo. On va essayer de se demander quel modèle est fait pour vous. Même si votre budget est serré, essayez vraiment de caser un SSD d'au moins 250 Go. En dessous vous allez vite le saturer, ça va être très chiant. Par contre, si vous êtes plus large, sachez que le 100% SSD est carrément possible avec le Teraoctet qui est aux alentours des 120 € en ce moment. Et les SSD NVMe ont aussi très bien baissé. Alors certes, ils améliorent que largement l'ouverture de logiciel, le temps d'ouverture de logiciel et les temps de chargement en jeu, mais si votre usage dépend fortement du stockage, ça peut vraiment devenir très intéressant. Après, si vous avez besoin de beaucoup de stockage pour pas trop cher, évidemment le disque dur classique est toujours là pour vous dépanner. Voilà qui conclut ce 6e épisode des fondamentaux du hardware, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner à la chaîne pour être informé des prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me poser vos questions dans les commentaires et on se retrouve très bientôt pour plus de contenu.